pour introduire le groupe de travail numéro 2, qui s'interroge sur quel savoir porteur de sens pour tous les élèves. J'aimerais vous parler de Khalil. Khalil, donc, est élève en 6e. On est en début d'année et, comme dans de nombreux établissements en France, on lui propose de l'aide aux devoirs. Et je le vois inlassablement pendant cette séance d'aide aux devoirs, répéter le même geste sur son grand cahier format A3, grand carreau, ouvert devant lui, comme ça. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais, Khalil ?» Et il me répond « J'apprends par cœur. » Je lui dis « Ah bon, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais ?» La prof, elle m'a dit « Tu lis, tu caches, tu lis, tu caches. » Je dis « Ah oui, je comprends. » Et dans ta tête, quand tu caches, qu'est-ce qu'il se passe exactement? Je ne vais pas m'étendre sur le regard de Khalil quand je lui ai posé cette question. Et je vais donc passer la parole à Vincent Troget et Patrick Rayou. Merci. Alors, comment je fais? C'est là que ça se passe. D'accord. J'appuie sur le bouton du haut, voilà. C'est ça? Le vert. D'accord. Donc, ah oui, d'accord. Merci. Pas encore assez familier des technologies modernes. Donc voilà, bon, pour répondre à la question qui est posée à ce groupe de travail, donc, puisque le but, c'est pas d'y répondre aujourd'hui, mais c'est bien de préparer des axes de réflexion pour le groupe de travail, il nous a semblé que sur cette question des savoirs porteurs de sens, il n'était pas inintéressant, d'une part, de commencer par un petit bilan de ce qu'on peut dire sur le système éducatif, mais ça va être très très bref, puisque Roger François a déjà dit à peu près la même chose que ce que je vais dire maintenant, et puis ensuite de s'interroger sur ce qui fait sens actuellement, dans ce qu'on peut repérer, ce qui fait sens dans la jeunesse contemporaine. Donc, c'est celui-là, voilà. Alors c'est un tableau que vous connaissez tous, qu'on utilise simplement pour rappeler une dimension très, très spécifique de notre système éducatif aujourd'hui, qui est le poids considérable qu'il prend dans la temporalité de la jeunesse, hein, puisqu'on a aujourd'hui pratiquement 90% d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat, 87%, ce qui veut dire que les jeunes contemporains rentrent à l'école à 3 ans, qu'ils en sortent à 18 ans, ça fait 15 ans. C'est long quand même, hein, 15 ans dans un parcours de jeunes, donc 15 ans dans une institution. Je ne reviens pas sur les inégalités parce qu'on en a beaucoup parlé, elles sont visibles ici hein, à travers le changement d'orientation qui se fait en sortie de 3e. Donc simplement pour rappeler qu'au total, il n'y a que la moitié des élèves qui continuent dans l'enseignement général, l'autre moitié dans l'enseignement professionnel ou technologique, c'est-à-dire dans des enseignements dont on sait qu'ils offrent un spectre de développement dans l'avenir et moins ouvert que celui de l'enseignement général. Mais ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pour une institution devenue aussi hégémonique que l'école aujourd'hui en matière à côté des familles, en matière d'éducation, formation, socialisation, quels sont ses résultats? Alors, c'est de la même manière, Roger François en a un peu parlé ce matin, donc je vais utiliser simplement 2 tableaux hein, qui donnent une illustration. Le premier, c'est ce tableau qui illustre un problème que nous connaissons bien, qui est la baisse progressive des résultats des élèves en France. J'ai choisi les maths parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Bon, on aurait pu choisir la littérature, même si, il semble-t-il, cette année, les résultats de l'enquête CEDRE, hein, c'est cette enquête dont il s'agit, qui est menée par l'ADEPE, seraient un peu meilleurs pour le français. Mais on a donc une baisse régulière depuis une vingtaine d'années maintenant des résultats des enfants à l'école primaire, puisque là, on est en fin d'école primaire. J'ajoute que là où je ne vais pas commenter la construction des scores, hein, on n'aura pas le temps ici. Par contre, on peut noter l'écart type qui augmente aussi. L'écart type qui augmente, ça veut dire que l'écart entre les bons élèves et les élèves les plus faibles tend à augmenter. Hein, donc on retrouve cette idée des inégalités, évidemment, ce qui veut dire que la baisse moyenne globale du niveau est due peut-être un peu plus à la baisse du niveau des élèves les plus faibles qu'à celle des bons élèves qui, elles, restent à peu près stables. Donc, en début de scolarité, une baisse régulière des niveaux. Je passe sur cette diapo-là parce que j'ai envie de respecter mon temps de parole et je ne veux pas y passer trop de temps. Le tableau qui nous a paru le plus significatif quant à l'évaluation
des résultats du système scolaire, puisqu'après tout, c'est ce que je suis en train de faire. On constate un système hégémonique qui scolarise les enfants pendant 15 ans, et puis des résultats qui semblent pas à la hauteur des ambitions d'un système aussi important. C'est ce tableau qui est sans doute le plus inquiétant, qui a une dimension presque dramatique, qui est le résultat des compétences en lecture des jeunes au moment de la journée défense-citoyenneté, c'est-à-dire au moment où tous les jeunes des deux sexes et aux alentours de 18 ans sont interrogés sur leurs compétences de lecture. Et là, ce qu'on voit, c'est que voilà, il y a un peu plus de 20% des jeunes Français qui sont pas bons lecteurs. Ils sont médiocres, ce qui veut dire qu'ils ont du mal à comprendre le contenu d'un texte un peu long. Ils sont de faible capacité, ils ont la mal à comprendre le contenu d'une phrase un peu longue, et ils sont en difficulté sévère, ils sont aux portes de l'illettrisme. Donc, pour résumer tout ça, on peut dire qu'un système qui a pourtant une dimension vraiment hégémonique dans le développement de la socialisation, de l'éducation et de la formation, aboutit à des résultats plutôt médiocres. Ce qui s'interprète en général dans le sens... je prends ici, fait référence aux études notamment du groupe ESCOL que certains connaissent sans doute, dans l'idée que finalement l'école n'arrive pas à transmettre des savoirs qui fassent sens pour les élèves. Les élèves vont à l'école, ils travaillent, mais ils ne savent pas trop pourquoi, finalement. En tout cas, les finalités ne leur apparaissent pas. Et pourtant, et ce sera la deuxième partie de cet exposé, tu m'arrêtes si je suis trop long, hein, mais pour le moment, je crois que ça va. Et pourtant, on a aujourd'hui beaucoup de données qui nous indiquent que la jeunesse contemporaine est justement, pour reprendre une expression à la mode, en quête de sens. C'est-à-dire que ce qui caractérise beaucoup les jeunes aujourd'hui, les jeunes générations, c'est de lire leur avenir en sens de réalisation d'un projet personnel, d'épanouissement d'un projet personnel. Alors nous avons retenu ici pour illustrer ça ce tableau. Alors je précise que l'enquête qui est à l'origine de ce tableau, qui date de 2015, n'est pas une enquête dont la fiabilité scientifique est certaine, puisque c'est une enquête qui a été placée sur Internet et auquel, je crois, 35 000 jeunes ont répondu spontanément. Donc il n'y a pas un panel représentatif. Néanmoins, les réponses qu'ils donnent paraissent significatives et corroborent beaucoup d'autres enquêtes qu'on a sur ce sujet-là. On voit bien que quand on leur demande les valeurs auxquelles ils adhèrent le plus, ce qui vient en premier sont des valeurs qui tournent autour de deux axes. Le premier, c'est l'épanouissement personnel, l'épanouissement individuel. Et le deuxième, c'est la convivialité. C'est une société dans laquelle on a des relations agréables et fraternelles avec les autres. Donc j'ai du mal à lire de là. Donc je me retourne, je ne les connais pas par cœur. Voilà, la liberté, la bienveillance, le partage, le plaisir. On a le respect de la nature, ce qui rejoint ce qui a été dit ce matin sur les inquiétudes quant au développement, au problème de l'environnement. Et puis, dans ce qui est très peu mis en avant, c'est tout ce qui concerne la réussite sociale, finalement, hein, pour aller vite, l'ambition, l'audace, la tradition, la performance, le pouvoir. Donc des générations qui, semble-t-il, sont en quête d'un épanouissement personnel qui ne passe pas par les schémas habituels de la réussite sociale. Et pour terminer cette première partie, une autre enquête qui, elle, est un peu plus fiable, qui date de 2012, un peu plus fiable, j'entends, en termes de représentativité statistique, puisqu'elle portait sur un panel représentatif de 1000 jeunes de 18 à 35 ans, et on leur demandait notamment ce qu'ils attendaient du travail. Et alors là, j'ai gardé ce diagramme parce qu'il est évidemment extrêmement pédagogique. Choisir un travail, c'est d'abord choisir un travail qui plaît, c'est-à-dire un travail qui fait sens, un travail dans lequel on s'épanouit, et le reste, avoir un emploi stable, un travail utile, une bonne rémunération, ne vient vraiment que de manière beaucoup moins forte dans les réponses aux questions. Autrement dit, et pour passer la parole à Patrick, on est en présence d'un système éducatif qui a du mal à transmettre des savoirs qui font sens à une jeunesse qui pourtant recherche du sens. Merci. Je prends donc le relais. Comment donner du sens? Bien évidemment, en essayant d'adopter une perspective curriculaire. Parce que de notre point de vue, il s'agit non pas d'absence de mobilisation ou de motivation des élèves, on peut le lire dans ces termes-là, mais on peut le lire surtout en termes de désorientation des élèves et évidemment de leur famille, dont nous ne parlons pas ici en ce moment. Mais ces désorientations sont largement induites par la construction de l'univers scolaire, des trajectoires qu'il offre, des modes d'apprentissage qu'il organise, des critères de sélection qu'il impose. Notre perspective, alors ce groupe va être créé, mais nous proposons néanmoins 4 axes qui pourront être évidemment rediscutés et renégociés, si je puis dire. Le premier, c'est permettre des trajectoires à la fois variées et d'égale dignité.
Il est difficile, en effet, comme vient de le dire Vincent à l'instant, pour un jeune de trouver du sens s'il n'a pas la chance de tomber en phase avec les critères des filières les plus valorisées. Parfois d'ailleurs, parmi ceux qui arrivent à emprunter ces filières, ils peuvent en avoir aussi une approche instrumentaliste qui font qu'ils ne donnent de sens aux savoirs qui leur sont proposés que extrêmement stratégiques. Quelques enquêtes. CNESCO, octobre 2017, la qualité de la vie à l'école. En France, une proportion significative d'élèves aiment peu ou n'aiment pas du tout l'école. Ce pourcentage augmente en cours de scolarité et comparativement aux élèves des autres pays, les élèves français ont une évaluation plutôt négative de l'école. Éric de Barbieux, 2011, enquête réalisée pour le compte de l'UNICEF France, révèle que plus d'un quart des élèves, 28% du cycle 3, n'aiment pas beaucoup ou pas du tout l'école. D'autres enquêtes révèlent que 22% des élèves déclarent s'ennuyer souvent ou tout le temps à l'école et que 29% ne comprennent pas les demandes de l'enseignant. Dans une comparaison au CDE de 2009 auprès de 25 pays, la France se situe à la 20e place pour le pourcentage d'élèves de 11 à 15 ans déclarant aimer l'école. Les données du PISA 2012 montrent que les élèves français sont plus nombreux à considérer l'école comme une perte de temps, 11% en 2012 contre 7% en 2003, qu'ils ont peu confiance en eux et qu'ils sont anxieux face à l'apprentissage des mathématiques. Alors pourquoi ceci ? Eh bien pour les raisons qui sont, je dirais, un peu rebattues depuis ce matin, d'un système organisé en fonction de la production d'élite, dans des voies qui ne tiennent pas compte de la diversité des compétences, avec des épreuves qui sont rarement rejouables, la réversibilité des choix y est faible et les critères d'excellence réducteurs. Un des axes que nous voudrions travailler, c'est l'idée qui a déjà aussi été amorcée ce matin ou en début d'après-midi, c'est de développer le faire dans les apprentissages. Pour de nombreux élèves, le passage à un monde scolaire, qu'on dit parfois très secondarisé ou très littéracié, suppose une pratique bien plus développée de l'exercice et pas simplement du faire avec ses mains, comme la vignette pourrait vous le faire imaginer et réduire. C'est dans l'exercice, en effet, pour nous, que se rencontrent et peuvent être analysées les difficultés d'apprentissage. Les enseignants y prennent des indications sur les progrès et les blocages. On a vu ce matin que c'est le temps qui manque le plus pour opérer ceci. Les élèves prennent conscience des difficultés et reçoivent au bon moment l'aide appropriée. Ils expérimentent ainsi, hors du carcan de l'évaluation telle qu'elle est la plupart du temps pratiquée, l'aide appropriée. Ils y font des épreuves formatrices et éducatives de l'échec, en tout cas de l'erreur, des leçons qu'on en tire, de la persévérance et des conditions de la réussite. Le troisième point que nous proposons, c'est d'essayer de comprendre la continuité ou la discontinuité entre les univers de sens. Alors si je vous ai proposé ce brave Albert, c'est parce que nous avons là quelqu'un qui est à la fois capable de faire de la bicyclette et je le suppose pour lui, de faire les équations qui correspondent aux effets gyroscopiques et aux forces centrifuges qui se manifestent dans cet exercice apparemment périlleux de se pencher dans un virage pour ne pas perdre l'équilibre. Or, c'est à l'école à opérer ces passages, mais elle a en général du mal à faire ces liens. Elle ne souhaite peut-être pas toujours trop, parce qu'elle est tendue entre un élitisme culturel qui éloigne beaucoup d'élèves de sa culture, ou, pour reprendre les termes que j'utilisais déjà ce matin, un populisme pédagogique qui renonce aux apprentissages dans l'espoir d'améliorer un climat scolaire précisément détérioré par le fait que les élèves ont du mal à apprendre. On est là dans une espèce de cercle vicieux qui nous appartient, selon nous, de casser. C'est une école qu'on décrit souvent comme défectologique, c'est-à-dire qui ne prend en compte des savoirs et compétences que ce qui procède d'apprentissage scolaire et pas non scolaire. Sans s'y enfermer, sans démagogie, il faudrait connaître et comprendre les buts et les univers de sens de la jeunesse. La prise en compte des apprentissages buissonniers, pour parler comme Anne Barrère, et des compétences qui s'y développent devrait inspirer une réflexion curriculaire. Le quatrième et dernier point qui est soufflé par l'historien, c'est qu'il y a à tenir compte des nombreuses expériences réformatrices du passé. Alors, ce que je vous dis là pourrait dire, c'est évidemment chronique d'un énième échec amorcé et annoncé. Oui, sauf que nous pensons avoir à l'esprit ces réformes et projets avec l'idée que se sont-ils vraiment attaqués aux questions curriculaires, tous de la même manière? Comment l'ont-ils fait? Et s'ils ne l'ont pas fait, pourquoi? Et s'ils l'ont fait, comment expliquer que ça n'ait pas vraiment fonctionné? Les constats que nous opérons aujourd'hui l'ont été depuis maintenant presque un siècle, par des pédagogues, des chercheurs, des politiques, dont les résultats n'ont souvent pas été à la hauteur des espérances. Nous savons que de nombreux enseignants ont tenté et tentent de faire évoluer leurs pratiques, mais malheureusement ne réussissent qu'exceptionnellement à les ancrer dans la durée. Nous connaissons ces phénomènes de redécouverte de toutes sortes d'ingénierie pédagogique qui se perdent un peu dans les sables, faute d'être capitalisées, analysées, synthétisées et transmises.
Nous faisons l'hypothèse qu'une des raisons fortes de ces échecs est qu'on n'a pas cherché à transformer véritablement le curriculum ou qu'on n'a pas su le faire. C'est ce thème général que veut travailler le SICUR et que pour notre part dans ce groupe, nous voulons aborder par la question à nos yeux essentielle du sens que ça fait pour les élèves, parce qu'on pourra concocter entre nous les programmes les plus merveilleux. S'ils ne font pas sens pour les élèves et si nous ne travaillons pas sur le sens qu'il fait, ce sera sans doute à pure perte. Nous ne partons pas tout à fait de rien dans ce groupe ou dans le prototype de ce groupe, puisque nous avons déjà amorcé un début d'enquête qui consiste à demander de façon non représentative à des élèves de nous dire ce que c'était pour eux l'école. Nous avons déjà un petit butin et nous proposons de mettre ce butin au travail entre nous et de le prolonger avec un échantillon, si je puis dire, plus large, dans la mesure où nous serons plus nombreux et d'origine géographique plus diversifiée pour y contribuer. Merci beaucoup et à bientôt, je l'espère, dans ce groupe.